C'était des hommes exactement comme nous, puisque c'était des Cro-Magnons, hein, donc au niveau physique, ils étaient exactement comme nous. C'était des chasseurs-cueilleurs, c'était des gens qui venaient ici, d'ailleurs, spécialement pour chasser des espèces particulières. Ici, on sait qu'ils venaient pour chasser l'auroch, qui était le bœuf sauvage. Au niveau de l'habillement, bon, on peut imaginer qu'ils avaient un habillement assez évolué, puisqu'ils avaient vraisemblablement à base de peau, quelque chose qui était cousu, avec peut-être des chaussures, des mocassins. On sait maintenant que vraisemblablement ces gens-là, ils avaient un campement principal sur un territoire donné et sur lequel ils se déplaçaient. Et dans ce territoire, ils faisaient des camps secondaires, des camps de chasse, où ils allaient, ou de cueillette, où ils allaient faire une activité particulière. Donc il faut imaginer quelques tentes, quelques huttes, disons, avec peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes, grand maximum. Et donc ils transportaient ça avec eux, ils avaient juste à tailler sur place des éléments en bois pour faire la structure et puis caler l'ensemble. À partir des éléments purement archéologiques qu'on découvre dans le niveau, qui sont par exemple les silex, on peut reconstituer l'armement ou les outils qu'ils utilisaient sur ce site-là. Ils avaient essentiellement des saguets et puis des flèches, puisque l'arc était inventé, donc ils chassaient soit à l'arc, soit à la sague. Le groupe humain qui venait pour la chasse amenait avec lui un tout petit peu de matière première, c'est-à-dire des nucléus de silex en général, et déjà des lames. Donc des lames toutes taillées déjà, parce que ce qui arrivait souvent à la chasse, c'est qu'ils soit ils perdaient, soit ils cassaient leur armature. Donc ils en retaillaient automatiquement sur place. Lorsque l'homme était présent à cette période-là pour chasser, une éruption s'est produite dans la chaîne des puits. Et cette éruption s'est produite sur ce qu'on appelle maintenant le puits Chopin, donc qui n'existait pas forcément justement à ce moment-là, puisque c'est cette éruption qui a créé, disons, ce puits. Il semble qu'au tout début de l'éruption, il n'y a pas de retombée de cendres sur le site ici. Il y a quand même eu sûrement un peu de bruit, ça c'est sûr, mais bon, pas énorme de toute façon, et peut-être aussi quelques tremblements de terre, c'est possible aussi, mais bon, on est quand même loin, donc peut-être que ça ne les a pas gênés plus que ça. S'ils voient ça et que dans leur tradition orale, on leur a dit que ça pouvait être dangereux, ils peuvent partir parce qu'ils savent que ça peut être dangereux. Mais sinon, en réalité, ils peuvent très bien rester là parce que pour eux, c'est loin et c'est pas forcément dangereux. Quand le panache monte en altitude, à un moment donné, il va s'effondrer sur lui-même et donc créer ce qu'on appelle des déferlantes et des coulées pyroclastiques en périphérie de l'édifice lui-même. On peut imaginer qu'une coulée pyroclastique s'est produite dans la direction qui nous concerne. Cette coulée pyroclastique ça a été canalisée par les ravins, elle a perdu en intensité, elle a perdu en chaleur et elle s'est concentrée, la vapeur d'eau est redevenue eau, si je peux dire, donc on a quelque chose qui devient beaucoup plus boueux. On a également à la base de cette coulée des empreintes de feuilles et des empreintes de végétaux, donc qui montrent que cette coulée elle s'est étalée assez calmement dans le fond de la vallée. Quand la coulée boueuse arrive ici, le campement apparemment est abandonné, ça c'est sûr. Après que la coulée boueuse ait ennoyé la vallée, l'eau s'est sûrement peut-être concentrée dans des barrages, etc. Et donc il y a énormément d'eau qui arrive et qui fait que toute la vallée est balayée par un torrent qui traîne à la fois des blocs de trachyte. Hein. Regardez, on a trouvé des énormes blocs de trachyte dans ces dépôts. Des troncs d'arbres, etc. Donc il faut imaginer un phénomène assez catastrophique à ce moment-là. Et enfin, donc la vallée a été recouverte, je pense même d'ailleurs plus que la vallée, même les alentours, a été recouvert par une trentaine de centimètres de cendres fines de nature trachytique aussi. Jusqu'à présent, on n'avait jamais imaginé qu'une éruption de la chaîne des puits pouvait détruire des zones quand même aussi vastes et aussi loin du volcan. Donc il faut imaginer que jusqu'au mois à Marseille, vraisemblablement quelqu'un peut-être jusqu'à Lorient, disons, on a toute une zone qui a été complètement balayée par l'éruption. Pendant plusieurs années, il faut imaginer que ce groupe humain, soit il déménage carrément son camp principal, il va se mettre ailleurs, parce que ses ressources sont modifiées de toute façon,
soit il va modifier uniquement son camp de chasse ici et conserver son habitat principal qui peut être ailleurs. Je crois que c'est la première fois qu'on a mis en évidence qu'un campement de chasseurs mésolithiques a été le témoin d'une des éruptions de la chaîne des Puys. Mais on sait maintenant que d'autres éruptions provenant d'autres volcans de la chaîne des Puys, comme le cratère Kilian ou le Puy Vassé, ont également été reconnues sur des sites mésolithiques et donc ont montré que toutes ces éruptions, à peu près à la même période, ont d'une part été extrêmement violentes et d'autre part, leurs produits se sont diffusés assez loin pour toucher des occupations humaines dans l'environnement. C'est important de connaître le passé pour réfléchir justement sur des problèmes d'avenir aussi d'une région qui est volcanique, on le sait. Donc autant bien étudier le passé et montrer l'importance de ces éruptions, montrer leur impact sur l'environnement, montrer l'impact possible sur l'occupation de certains territoires qu'on peut connaître grâce à l'étude de l'archéologie et retransposer à des périodes actuelles par exemple.